On va revenir sur le procès des viols de Mazan avec nos 2 journalistes qui sont en charge du suivi de la couverture de ce procès. Pour l'instant, il est suspendu, ce procès, depuis jeudi soir dernier. Comment se fait-il que ce procès est suspendu pour l'instant ? Ce procès est suspendu parce que Dominique Pellicot, depuis le lundi dernier, est malade. C'est son avocate qui, lundi dernier, a demandé une dispense en raison des problèmes de santé de son client. Donc, elle a d'abord expliqué qu'il avait des problèmes au rein, peut-être une infection urinaire. Le président a accordé cette dispense, qui est déjà assez rare. On peut le souligner, qu'un procès se poursuive en l'absence de son principal accusé. Donc ont été examinés en son absence, notamment son parcours, sa personnalité. Et depuis, c'est un peu l'inconnu. Chaque jour, on attend des nouvelles de lui, de sa santé. Et chaque jour, elles ne sont pas plus réjouissantes. Et peut-être je te laisse poursuivre sur jeudi, comme tu étais là-bas. Oui, même avant jeudi, il y a eu vraiment plusieurs phases où il y a eu déjà un premier certificat médical qui avait dit que Dominique Pellicot pouvait revenir le lendemain. Il est revenu pendant, je sais pas, il a peut-être passé 5-10 minutes dans la salle d'audience avant qu'il y ait redemande d'examens médicaux et de suspension. Donc il n'y a pas eu suspension, mais en tout cas il y a eu une expertise médico-légale qui a ensuite été diligentée par le président, qui avait donc décidé qu'il ne pourrait pas revenir jusqu'au lundi. Et comme le disait du coup Juliette, le procès s'est poursuivi du coup en son absence jusqu'au jeudi milieu d'après-midi. Et à ce moment-là, on nous a dit que normalement, lundi, ça devrait reprendre avec Dominique Pellicot, avec tout le conditionnel qui allait bien. Et vraiment, c'est du jour le jour. Et sur la journée du coup de mercredi et jeudi, mercredi notamment, il y a quand même eu un moment important. C'était le passage à la barre d'une témoin qui, en réalité, elle n'avait pas porté plainte, donc elle n'est pas partie civile, mais qui est en réalité une victime de Dominique Pellicot, qui est en fait la femme d'un autre accusé qui a reproduit le même système de violence de Dominique Pellicot en la présence de Dominique Pellicot. Donc du coup, c'était assez bizarre du coup de l'avoir témoigner à la barre sans la présence du coup de Dominique Pellicot. Ouais. D'ailleurs, peut-être qu'on va rappeler aussi pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi pour l'instant l'actualité autour de ce procès des viols de Mazan. Tu disais tout à l'heure que donc Dominique Pellicot est le principal accusé dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler du coup les faits et ce sur quoi est amené à juger ce procès-là ? Alors Dominique Pellicot est un homme de 71 ans qui est jugé pour avoir organisé pendant des années les viols de son épouse qu'il droguait à son insu et qu'il organisait en recrutant des hommes sur des sites de rencontres libertins et qui venaient donc à son domicile et qui violaient, alors qu'elle était plongée dans un état comateux, son époux dans sa présence. Elle a quelque chose de particulier, cette affaire, et enfin plusieurs caractéristiques particulières, mais l'une d'entre elles, c'est que ces actes, ces viols ont été filmés, qu'ils étaient filmés et répertoriés par Dominique Pellicot, qui n'en tirait aucun bénéfice financier, il faut aussi le souligner, et que donc ces vidéos ont permis d'identifier la plupart des auteurs, et qui sont présumés innocents jusqu'à leur potentielle condamnation. Et aussi d'avoir une description très clinique des faits qui leur sont reprochés grâce à ces images. Et notamment parmi ces accusés, donc il y a vraiment des personnes d'origine sociale et de professions variées. C'est quelque chose qui avait pu marquer dès la publication notamment de l'article du Monde l'année dernière. Donc on a beaucoup entendu, mais il y a un pompier, il y a un infirmier, un journaliste, il y a un militaire, il y a un carreleur, des ouvriers, un gardien de prison. Et c'est aussi l'un des éléments importants sur lequel je pense qu'on reviendra après un peu plus dans l'analyse, mais qui marque du coup spécifiquement les esprits. Du coup, parmi les 51 accusés, il y en a 18 qui sont en détention provisoire, les autres sont sous contrôle judiciaire. Et il y en a 35 du coup qui contestent les faits, malgré les preuves accablantes dont a parlé Juliette à l'instant. Vous êtes donc en charge de la couverture de ce procès depuis, c'est le 2 septembre, c'est ça qu'il s'est ouvert, ce procès ? Tout à fait. L'une des particularités aussi, c'est qu'il est ouvert au public. Est-ce que c'est habituel ou pas pour qu'un procès de ce genre d'affaires soit ouvert au public ?
Oui, de toute façon, en France, les débats, même en cour d'assises, sont publics. Alors là, c'est une cour criminelle départementale, donc c'est une cour qui est composée de magistrats professionnels et pas de jurés d'assises et pas de citoyens tirés au sort, comme ça peut être le cas aussi aux assises. Et les débats sont publics. Il a été question pendant très longtemps qu'il y ait un huis clos demandé. Seules les parties civiles pouvaient le demander. Le président d'audience aurait pu demander un huis clos aussi, mais il aurait fallu que ce soit parce qu'il y avait un risque de trouble important à l'ordre public ou un risque que les débats ne puissent pas se dérouler dans de bonnes conditions. Sinon, c'était la partie civile qui pouvait demander le huis clos. Et Gisèle Pelicot, au premier jour de l'audience, a dit « Non, je refuse le huis clos. Je veux que la honte change de camp. Je veux qu'on écoute et qu'on entende ces hommes qui ont abusé de moi. » Et donc, c'était une décision très forte de sa part, parce que, et qui a son importance, parce que voilà, maintenant, tout le monde peut se rendre compte de comment la justice, comment œuvre la justice face à ce qui est reproché à Dominique Pelicot et aux 50 autres co-accusés. Et du coup, qui étaient les personnes là, qui assistent en ce moment encore à ce procès-là? Du coup, c'est vraiment des gens n'importe qui ou c'est... La salle d'audience, ce qui est marquant, c'est que, du coup, étant donné le nombre assez exceptionnel, dans le cas en tout cas d'un procès pour viol d'accusés, la salle d'audience est vraiment remplie du coup des 51 accusés, donc ceux qui sont en détention dans les box et les autres sur les bancs avec leurs avocats. Il y a 2 bancs du coup pour la presse, donc c'est un petit peu même la guerre pour avoir une place dans la salle d'audience, puisqu'il y a énormément de journalistes, que ce soit français ou de presse internationale qui couvrent le procès. Et ensuite, il y a très très peu de place au final pour les personnes venant en tant que spectateurs. On a pu voir par exemple Sandrine Josso qui a pu être dans la salle, mais il y en a très très peu. Et du coup, il y a une salle de retransmission à côté où n'importe qui du coup peut venir. Et dès l'ouverture du tribunal le matin, autour de 8h30, il y a des files d'attente assez longues qui se forment devant cette salle de retransmission. Après, bon, quand il y a souvent des annonces de l'absence, par exemple, de Dominique Pelicot, on peut voir que ça commence à se vider aussi, donc selon l'intérêt et les moments forts du procès. Ce qui est assez marquant, je trouve aussi, dans ce public qui vient voir comment la justice se rend dans ce genre d'affaires, c'est très courant qu'il y ait du public qui vienne suivre des procès d'assises. Habituellement, on rencontre beaucoup des personnes retraitées qui viennent un peu par curiosité, aussi par passion pour le système judiciaire français, voir comment ça se déroule. Donc, en général, moi, ce que je croise sur les bancs du public dans les procès d'assises, c'est plutôt des retraités ou alors des étudiants en droit. Là, ce qui est marquant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, de très jeunes femmes même, j'ai trouvé, qui viennent en soutien de Gisèle Pelicot, qui le disent qu'elles sont là pour soutenir, et qui viennent aussi parce que ce procès est marquant pour notre société, et parce que ce procès, elles en attendent quelque chose, en fait, quelque part. Elles attendent, je pense, qu'il marque et qu'il permettent peut-être que ça ne se reproduise pas, qu'on améliore en tout cas en France le traitement judiciaire des violences sexuelles. Et justement, parmi ces femmes-là, il y a aussi j'ai pu croiser pas mal de militantes féministes, que ce soit d'associations locales ou nationales. J'ai pas mal remarqué ça. Et je salue dans le chat ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je reprécise qu'évidemment, vous pouvez nous poser toutes vos questions pour Juliette et Marlène, qui couvrent depuis le début de l'ouverture de ce procès, donc ce procès sur les viols de Mazan. Et je prends la première question, notamment de Calistera, qui se pose cette question. Pourquoi les juges se laissent-ils berner par les états de santé simulés de criminels de ce genre ? Alors, ça peut pas être simulé. Ils ne se laissent pas berner. D'ailleurs, il y a une expertise qui a été redemandée avec un collège d'experts. Donc, c'est même pas un seul médecin qui prendra la décision. Déjà, c'est pas. Les médecins rendent un avis. Les médecins ont examiné Dominique Pelicot et ensuite disent s'il est en état de comparaître ou non. Et après, le magistrat, en fonction de ce que disent les médecins, prend une décision. Donc il ne s'agit pas du tout ils ne se laissent pas du tout berner. Et d'ailleurs pour eux c'est une situation extrêmement compliquée qui a des conséquences très concrètes, bien sûr pour les victimes, mais aussi pour toute l'organisation de la juridiction. C'est un procès long.
qui mobilise beaucoup de forces de sécurité, d'avocats. La salle est prise pour ce procès jusqu'à mi-décemembre. Donc, au contraire, je pense qu'eux, ils ont très envie que Dominique Pellicot soit remis sur pied très vite pour pouvoir comparaître, parce que ça les met pas dans une position simple à gérer. Est-ce que c'est possible que ce procès se poursuive et donc reprenne sans Dominique Pellicot ? Alors, non. Non. C'est pas possible. Alors, en droit français, on peut disjoindre des dossiers. Donc, on pourrait éventuellement disjoindre le cas de Dominique Pellicot de celui des 50 autres accusés. Sauf que, comme là, il y en a 35 qui contestent les faits, ça voudrait dire potentiellement qu'on va les juger sans que leur version soit confrontée à celle de Dominique Pellicot, qui lui assure que tous les accusés étaient au courant que sa femme était droguée, inconsciente, qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire pertinemment, et 35 d'entre eux disent non, c'était un jeu sexuel auquel participait de son plein gré, selon nous, Gisèle Pellicot. Bref, donc ces versions doivent être confrontées, et il est impossible pour cette raison que Dominique Pellicot ne soit pas jugé en présence des autres. Justement, entre mercredi et jeudi, il devait normalement y avoir l'audition de l'accusé dont je parlais tout à l'heure, qu'on nommait Jean-Pierre M. Et son avocat, du coup, s'est formellement opposé au fait qu'il soit auditionné en l'absence de Dominique Pellicot. D'accord. Et avant lui aussi. Donc il y a vraiment, je pense, très peu de possibilités que ça arrive, du coup. Après, du coup, si Dominique Pellicot est trop malade, si son état de santé ne lui permet pas de revenir à son procès dans les jours qui viennent, il faudra prendre des décisions. Un renvoi, donc c'est-à-dire un report du procès, pour le moment, n'est pas du tout la solution privilégiée par les avocats et par la Cour, parce que ça aurait des conséquences, comme je vous le disais tout à l'heure, très importantes pour les victimes et pour l'organisation du tribunal. Et donc, plusieurs scénaristes dessinent, mais on en saura plus une fois qu'on saura dans quel état est Dominique Pellicot. Et donc, c'est au jour le jour que se prennent les décisions de reprise du procès ou de suspension prolongée ? Quasiment, enfin là, jusqu'à présent, c'était quasiment au jour le jour, hormis, c'était, je crois, jeudi matin, où il a été décidé qu'il ne revenait pas avant lundi, donc on avait une petite visibilité sur 2 jours, mais sinon, oui, c'est vraiment D'ailleurs, les journalistes, entre eux, se posent la question, des fois, parce que beaucoup viennent de Paris, par exemple, se posent la question de venir ou pas au procès, mais les éléments manquent, du coup, pour anticiper ce genre de choses. On le disait, donc actuellement, l'état de santé de Dominique Pellicot ne lui permet pas, déjà là, ça a engendré la suspension de ce procès, mais ne lui permettait plus, depuis la semaine dernière, d'être encore présent à ce procès-là. Mais vous avez quand même pu le voir, notamment au début du procès, il était présent. Et donc il y a une question de Bédonique dans le chat à ce propos, qui demande quelle attitude a Dominique Pellicot durant ce procès. Alors moi, je l'ai vu quelques fois. Je l'ai notamment vu le jour de l'audition de certaines des parties civiles, dont sa fille Caroline Darian et 2 de ses belles-filles. Il a souvent une attitude assez stoïque, où il laisse transparaître peu d'émotions. Après, quand même, durant les auditions du coup, des parties civiles dont je parlais, l'armure se fissurait un peu, on va dire. En tout cas, il y avait des moments où il se prenait la tête, où il était un peu comme la tête baissée, courbée. Mais voilà, c'est ce que j'ai pu, moi, en tout cas, constater sur son attitude. Et sinon, il a souvent un peu la même attitude stoïque. Toi aussi, Juliette Moi, je l'ai vu très peu parce qu'en fait, je suis arrivée ce lundi et donc je l'ai vu une dizaine de minutes pendant que son avocat demandait sa dispense. Il était, c'est pour ça aussi, je reviens sur la personne qui demandait comment Dominique Pellicot pouvait berner les juges. Il était très affaibli, hein. Il avait du mal à marcher, c'était visible. Il avait les traits vraiment tirés, il était très affaibli. C'est pas souhaitable qu'il soit jugé dans de mauvaises conditions de santé parce que si on respecte pas ses droits, si on respecte pas les droits de la défense, ce procès n'aura aucun sens. Donc il faut que Dominique Pellicot soit remis sur pied et qu'il soit capable de répondre des faits qu'on lui reproche.
On a d'autres questions aussi dans le chat. Alors Calistera, on y reviendra un peu plus tard sur la question on en a déjà un peu parlé, mais sur les profils incriminés aussi, parce qu'on parlera aussi de tout ce qu'illustre, tout ce que montre aussi ce procès plus généralement de notre société. Mais il y a une question aussi j'avais pas réussi à prononcer ton pseudo, donc je vais même pas tenter de le faire, mais il y a une question qui demande qu'est-ce qui se passerait en cas de décès de Dominique Pellicot? Est-ce qu'on sait ce qui peut se passer si jamais Dominique Pellicot décédait? Oui, alors déjà, on n'espère pas. Les 50 autres seraient jugés et planeraient le doute et son absence. Ils seront jugés sans lui. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on vous expliquait. Il serait forcément jugé parce que le décès de Dominique Pellicot n'annulerait pas les faits qu'on reproche aux 50 autres. Ils sont accusés de viol aggravé. Mais il serait malgré tout jugé et Dominique Pellicot ne pourra pas répondre quand eux disent qu'ils sont victimes. C'est comme ça qu'ils se présentent, en tout cas plusieurs se présentent. Sont victimes de Dominique Pellicot, d'une instrumentalisation. Voilà, on serait obligé de faire avec cette absence. Et c'est ce qui arrive. Les procès des attentats ont eu lieu alors que les principaux auteurs étaient décédés. On a jugé les autres en leur absence. Une autre question là sur les chefs d'accusation. Un chef d'accusation retenu contre plusieurs des accusés est celui de détention d'images pédopornographiques. Est-ce que ça a été développé dans le procès? Alors, pour l'instant, ça a dû être certainement développé par les enquêteurs. Alors moi, j'étais pas présente au moment où les faits ont été déroulés, on va dire. C'était notre collègue dont on n'a pas encore pu parler, mais Stéphanie Arougnon. On est 3 à suivre le procès, donc elle est correspondante à Marseille, donc elle se relaie avec nous 2. Le procès se déroule à Avignon d'ailleurs, je sais pas si c'est ça. Oui, à Avignon. Et donc voilà, donc ils ont dû en parler certainement à ce moment-là, et ça sera certainement plutôt évoqué au moment des auditions et des expertises de chacun des accusés en question. Mais en tout cas, les personnes pour qui des images pédopornographiques ont été retrouvées dans leurs ordinateurs sont poursuivies aussi pour ces faits-là dans ce procès. On parlait de Dominique Pellicot, mais il y a aussi du coup pendant ce procès la présence de Gisèle Pellicot. On a vu beaucoup d'images circuler d'elle, des photos et des vidéos. J'ai envie de vous poser la même question. Vous, quand vous êtes arrivé à ce procès-là, que vous avez vu Gisèle Pellicot, qu'est-ce que vous vous êtes dit et quelle attitude elle a durant ces audiences? Alors, moi, je trouve qu'elle avait, ça a été beaucoup dit, mais un courage et une dignité assez dingue, franchement, à observer. Ce sont quand même des éléments qui sont importants à souligner, qu'on peut rattacher à son choix aussi d'avoir refusé le huis clos dont parlait Juliette tout à l'heure, et de faire du coup de ce procès un procès de société, comme on a pu déjà le voir par le passé. On peut parler du procès de Bobigny avec Gisèle Halimi sur l'avortement, ou encore du procès d'Aix-en-Provence qui avait permis d'avancer aussi sur la question du viol. Mais après, l'écueil de ce genre de description est d'avoir un peu une version idéalisée d'une victime. C'est-à-dire qu'il y a toujours souvent dans les discours les bonnes et les mauvaises victimes. Donc les bonnes victimes qui ne craquent pas, qui n'ont pas de confusion dans leurs propos et dans leur audition. Il faut sortir aussi de ce schéma-là. Une victime qui craque à la barre a tout autant de courage déjà de se confronter à l'institution judiciaire qui, on le sait, a une façon de traiter les violences sexuelles qui est encore vraiment à améliorer, quand on sait que 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite et 94% dans le cas de viol. La bonne et la mauvaise victime, c'est aussi quand, dans le cas de Gisèle Pellicot, il est bien fait remarquer que elle n'a jamais pratiqué le libertinage, par exemple. Une mauvaise victime serait une personne à qui on pourrait pointer, ok, elle a pratiqué le libertinage, ou une travailleuse du sexe pour qui il y aurait une présomption de consentement dans le cadre de sa profession. Je trouve que c'est des choses aussi à souligner. En tout cas, Gisèle Pellicot, force d'admiration, mais toutes les autres aussi qui n'ont soit même pas décidé de se confronter à l'institution judiciaire, ou aussi du courage et de la force. Voilà. Il y a une question de Calistera aussi sur Gisèle Pellicot et le début aussi un petit peu de cette affaire, qui demande comment est-ce qu'elle s'est échappée de cet enfer. Peut-être qu'on peut rappeler aussi d'où c'est venu le moment de du coup l'interpellation de Dominique Pellicot.
Alors, Dominique Pellicot, il a été interpellé alors qu'il était en train de filmer sous les jupes des dames dans un supermarché. Et pendant, en gros, cette enquête, un policier a eu la présence d'esprit de se dire c'est quand même bizarre, on va perquisitionner son domicile et faire une recherche dans son matériel informatique. Et là ont été découverts les vidéos et les images classées dans des dossiers au nom qui ne laissaient pas de place au doute. Un dossier qui s'appelait Abus en lettres majuscules notamment. Et donc à partir de là, l'enquête a pu commencer. Et Gisèle Pellicot raconte qu'on l'a convoquée au commissariat un jour et qu'on lui a présenté les photos et qu'on lui a dit « Est-ce que c'est vous, vous vous reconnaissez ?» Et elle a fini par se reconnaître, par être en état de choc. Après, comment elle se sort de cet enfer, ça, malheureusement, je ne sais pas si elle en est sortie. Et ça, c'est pas du tout... On ne peut pas savoir. Elle est très entourée, elle a une famille... qui l'entoure là à ce procès. Ses 3 enfants sont présents, sa fille et ses 2 fils. Voilà. Et je voulais, même si c'était... Il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi, moi, frappant dans le fait dans ce procès, dans le fait qu'elle y soit, c'est que je pense que c'est assez rare d'être victime 50 fois, d'être victime de viol, et de rencontrer ses agresseurs le jour du procès. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'avait aucune idée de qui étaient ses agresseurs, de quelle tête ils avaient. Et il y a vraiment cette confrontation de regards, parce qu'elle les voyait pour la première fois. Et eux aussi, d'une certaine manière, ont vu son regard pour la première fois lors de ce procès, ont été obligés de se confronter au fait que, oui, c'était une femme, une réelle personne, vivante, les yeux grands ouverts, et qui attendait des explications, de l'empathie, et de la justice. Et ça, je trouve que c'est assez fort et marquant. Totalement. Et juste pour revenir sur la question sur comment elle s'est échappée de cet enfer, justement, on peut peut-être rappeler aussi que donc, les faits avaient duré de 2011 à 2020, et que du coup, durant cette période-là, Gisèle Pellicot a eu un certain nombre de symptômes physiques, des absences, des pertes de mémoire. Elle avait aussi eu des problèmes gynécologiques, elle a consulté des médecins. Et en fait, du coup, pendant 9 ans, aucun médecin n'a envisagé la piste de violence sexuelle et de la piste donc, de violence sexuelle sous soumission chimique. Donc ça pose vraiment la question de la formation des médecins aux violences, à leur sensibilisation au cas de soumission chimique. On se dit que sur 9 ans, elle a fait des examens neurologiques, on lui a dit qu'il n'y avait rien, des examens gynécologiques, et voilà, du coup, il y avait juste une suspicion peut-être de ses proches d'un début d'Alzheimer qui crée en plus une angoisse chez elle extrême, des entraves dans sa vie quotidienne, dans ses déplacements, et voilà, il y a vraiment quelque chose, ce procès aussi permet de souligner ces manques-là aussi. Oui, il y a quelque chose que ces avocats expliquent et qui est aussi très fort, je trouve, c'est en fait, donc pendant 9 ans, elle a vécu en étant convaincue qu'elle avait un grave problème de santé, une suspicion d'Alzheimer, qu'elle était... Et donc, elle a réduit d'elle-même, pour se protéger, son cercle social, parce qu'elle n'osait plus conduire, elle n'osait plus prendre les transports en commun parce qu'elle avait peur de tomber, de se blesser. Elle voyait un peu moins de monde, parce que ses amis ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient un dîner le samedi, le dimanche, elle avait tout oublié. Et donc, son cercle s'est restreint. Et quand elle a découvert ce que son mari lui a infligé, d'un côté, elle a réalisé, il y a eu le soulagement pendant quelques secondes du fait qu'elle réalise qu'elle n'était plus malade et que son cercle allait pouvoir à nouveau s'élargir, mais qu'elle avait vécu un enfer et qu'il allait aussi falloir composer avec ça. Il y a une question de Bédonique aussi dans le chat qui veut revenir sur les accusés et du coup les chefs d'accusation, et lui demande comment peuvent-ils nier les faits lorsque la victime est en train de dormir, parce que donc il y a certains accusés qui ne reconnaissent pas. Oui, mais qui reconnaissent les relations sexuelles, mais qui estiment qu'il y avait consentement, c'est ça ? Oui. Alors,
Oui, que tu veux y aller. Vas-y. Oui, en gros, leur ligne de défense, on va dire, c'est que souvent, quand on lit les auditions, il y a plusieurs phases. Il y a souvent une phase de total déni au départ, puis ils sont confrontés aux vidéos et aux photos accablantes et ils disent « Ok, certes, il y a eu acte de pénétration, mais pour moi, c'est pas un viol, parce que j'estimais qu'on m'avait dit, Dominique Pellicot m'avait dit que ça serait un jeu libertin, qu'elle serait endormie, et que du coup, moi, je pensais... participer à un scénario de couple, ce genre de choses. Donc ils utilisent souvent cette même ligne de défense, de responsabilisation, en se disant qu'ils ont été du coup manipulés au final par Dominique Pellicot. Et c'est une ligne de défense qui va être compliquée à tenir pendant plusieurs semaines, de mon point de vue. Parce que les vidéos sont accablantes et que les experts, les médecins qui les ont regardées et qui les ont décrites disent qu'il n'y a aucun doute. Gisèle Pellicot était dans un état comateux, que ça se voit à ses traits, à ses réflexes. Elle ronfle, c'est tout bonnement impossible qu'elle simule l'endormissement. Et donc à partir de là, il n'y a jamais eu d'échange entre les auteurs et Gisèle Pellicot. Donc comment pouvait-il avoir recueilli son consentement dans cet état ? Enfin, comment pouvait-il... donc ça va être une ligne de défense qui va être compliquée à tenir parce que les vidéos ne vont pas du tout dans ce sens-là. D'ailleurs, à ce propos, il y a une phrase aussi qui... a été assez choquante de l'un des avocats de la défense qui disait alors je sais plus sa phrase exacte, mais il dit il y a viol et viol. Une phrase qui a été très choquante. Est-ce que ça c'est un choix stratégique par exemple de défense de faire d'asséner des phrases comme ça dans la presse, ou enfin pourquoi qu'est-ce qui peut se cacher potentiellement derrière cette phrase-là ? Du coup, si on peut rappeler la phrase en entier, c'était « Il y a viol et sans intention de le commettre, il n'y a pas viol ». Du coup, donc lui essaie de jouer sur l'intentionnalité du viol, et dans le code pénal, tu me dis si je me trompe, il est bien dit qu'il n'y a point crime ou délit sans intention de le commettre, mais hormis certaines exceptions, je crois. Mais dans le cadre d'un viol, du coup, l'intention elle réside dans la volonté de l'auteur de commettre l'acte de pénétration, mais également dans la conscience de ce dernier que cet acte il est imposé à la victime. Donc là, vu les éléments qu'a rappelé Juliette, ils avaient conscience que Gisèle Pellicot était endormie, en état d'inconscience, sédatée. Enfin, il y avait pas de sur les vidéos, il n'y a pas de non, il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. Il y a des et du coup, dans la définition du viol qu'on peut peut-être rappeler, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital qui a été commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Et dans le cas du coup de Gisèle Pellicot, on est dans le cadre du coup de la surprise. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que Dominique Pellicot a mis en place un dispositif qui aurait dû, si certains pensent, ignorer vraiment que Gisèle Pellicot endormie, qui aurait dû en tout cas les interpeller. Donc il leur demandait de se chauffer les mains par exemple sur le radiateur avant de toucher sa femme pour ne pas la réveiller. Il y a alors moi j'ai pas vu les vidéos, on n'a pas vu les vidéos, mais on a pu consulter leur description. Donc il y a eu quand on lui a imposé des fellations, il demandait au bout d'un moment à l'homme de se retirer parce qu'elle était en train de s'étouffer. Il demandait aussi aux hommes de se couper les ongles pour pas la griffer, pour pas qu'elle se réveille. Enfin, donc, tout était quand même mis en place pour ne pas la réveiller. Et donc c'est aussi pour ça que cette ligne de défense est compliquée à tenir. Ça, oui, le mode opératoire était totalement rodé. Oui, il se garait aussi loin du domicile, pas porter de parfum, pas fumer, pas boire d'alcool, même pour que les odeurs ne la réveillent pas. Et oui, pour répondre à ta question initiale sur est-ce que c'est courant ce type de petite phrase, donc il y a viol et viol, elle a été, avant d'être prononcée face caméra à la sortie de l'audience, elle a été prononcée devant la cour. Oui, ça fait partie du jeu un peu. Et parce qu'il y a une stratégie médiatique aussi pour eux. Il y a une stratégie médiatique parce que là, ils se rendent bien compte que la mobilisation, elle est complètement du côté de Gisèle Pellicot et que leurs clients sont un peu acculés face à tout ce qui se passe.
Reste que maintenant, il va falloir s'expliquer sur le reste, et ce pendant plusieurs semaines. Il y a une question aussi dans le chat, ça nous permet de revenir un petit peu sur ce que tu avais déjà un petit peu décrit, Juliette, tout à l'heure, sur la façon dont Gisèle Pelicot a découvert qu'elle avait été droguée pendant plusieurs années. C'est qu'en fait, du coup, elle a dû être confrontée aux policiers pour, du coup, se rendre compte de tout ce qui s'était passé. Avant, elle est dans quel état? En fait, elle est dans un état où on ne se rend pas du tout compte de tout ce qui se passe. Elle était dans un état d'errance médicale, d'une anxiété extrêmement intense, ne sachant pas ce qui lui causait toutes ces pertes de mémoire, tous ces symptômes physiques qu'elle avait depuis des années. Oui, et c'est important de retenir ça parce que on lit parfois un peu les commentaires sous nos articles pour se rendre compte un peu de comment ils sont reçus par les lecteurs. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de lecteurs s'interroger sur comment c'est possible qu'elle ne se soit pas rendue compte. Moi, si je vivrais ça, si j'avais vécu ça, je l'aurais réalisé, je l'aurais compris, je me serais posé des questions. Mais non, en fait. Et en plus, elle s'en est posé des questions. Même son entourage s'en posait parce qu'elle ne cachait pas ses trous de mémoire et ses douleurs. Mais il a fallu cette perquisition et cette découverte pour qu'enfin on lui dise mais voilà ce que vous avez vécu et voilà pourquoi vous étiez dans cet état. Et oui, si je peux rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'il y a toujours cette tendance en plus à faire peser une forme de suspicion sur la victime. Et là, dans le cas de Gisèle Pelicot, c'est cette suspicion de... Elle aurait quand même dû se rendre compte à un moment ou à un autre. Et il faut se mettre aussi dans un contexte où cette femme, elle a confiance en fait en son mari. Elle se pose des questions, mais elle a confiance en son mari. Personne ne peut lui le reprocher. Et notamment, par exemple, on peut se poser la question aussi de ses enfants, des belles-filles, de l'entourage familial, qui s'est aussi posé énormément de questions et qui a pu l'inciter à consulter. Et une chose à savoir, c'est que notamment quand elle consultait des médecins, Gisèle Pelicot était souvent accompagnée de Dominique Pelicot, qui faisait en sorte du coup d'être là sous couvert d'être soutenant en fait envers sa femme et qui pouvait aussi brouiller les pistes pour les médecins. Mais justement, on en revient à la question de la formation des médecins qui sont formés aux violences, d'avoir systématiquement le mari lors de la consultation, pas dans la salle d'attente. Ça doit être un drapeau rouge, une alerte qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et qui dysfonctionne dans ce couple-là. Et les enfants, du coup, quand ils constataient que leur mère avait ses absences, qu'ils s'inquiétaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils appelaient leur père, en qui ils avaient confiance. Et le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur disait « Non, mais vous inquiétez pas, je gère la situation. Elle est très fatiguée, j'ai l'habitude, pas de souci. » Donc, du coup, voyez, ce qui entretenait pendant longtemps ce doute et l'incapacité de déceler du coup, le système de violence mis en place, très rodé. Calistera se demande aussi dans le chat si les drogues employées avaient été légalement acquises et est-ce qu'elles sont toujours en circulation et qu'est-ce qu'il est fait pour éviter ces dérives? Bien, oui, elles ont été légalement acquises puisque c'est des anxiolytiques donc, qui ont été prescrits par des médecins, que Dominique Pelicot se faisait prescrire en son nom. En fait, il explique que le point de départ c'est ses explications, mais le point de départ de cette organisation de violence contre sa femme, c'est qu'à un moment de sa vie, Gisèle Pelicot a eu besoin d'anxiolytiques. Donc son médecin lui en a prescrit et qui se serait rendu compte à ce moment-là que quand elle avait pris ses médicaments, elle était... il pouvait en faire ce qu'il voulait. Donc pour lui, ça commence comme ça. Et ensuite, il va s'en faire prescrire en son nom, par son frère qui était médecin, par son médecin généraliste, sans qu'il y ait de remise en question, puisque c'était un médicament légal. Donc qu'est-ce qui peut être fait pour éviter ces dérives? C'est une bonne question et il faudra qu'on se la pose. Et Marlène, on a un petit peu esquissé tout à l'heure, mais il faut une sensibilisation des professionnels de santé, peut-être aussi... des alertes quand la sécurité sociale se rend compte que beaucoup d'anxiolytiques sont consommés par un patient, de savoir où est-ce qu'ils vont, comment ce patient est.
Donc voilà, c'est des pistes de réflexion qui n'auront pas lieu dans l'enceinte judiciaire, parce que c'est pas le lieu, mais qui doivent en tout cas effectivement faire l'objet d'une réflexion politique et sociétale. Justement sur les médicaments, parce que on a tendance à certains en tout cas dans les articles à parler de drogue, alors en fait du coup c'est des médicaments, et en fait il y a une enquête de l'Agence nationale de sécurité du médicament tous les ans depuis 2003 qui vraiment évalue dans les cas de soumission chimique quelles substances sont utilisées, et en grande majorité, je crois que c'est 56%, ce sont donc des médicaments, souvent des benzodiazépines, donc des puissants anxiolytiques ou somnifères comme celui qui était utilisé, qui était généralement il a utilisé du Temesta, et les drogues arrivent derrière. Donc c'est d'abord des médicaments qui sont utilisés, et du coup l'Agence nationale de sécurité du médicament tente de mettre en place aussi des choses pour éviter ces détournements. Typiquement, je crois que c'était dans les années 90, il y avait le Rohypnol qui était beaucoup utilisé pour des cas de violence sexuelle, et donc ils ont fait un petit peu plus d'encadrement. Il y a des possibilités d'avoir des ordonnances sécurisées avec des durées plus courtes. Il y a des médicaments, je crois que c'est le cas du Rohypnol, où on ajoute un colorant par exemple pour essayer de le détecter plus facilement dans la nourriture ou dans un verre d'eau, voilà, ce genre de choses. Donc ils essaient, sauf que généralement quand on met en place ce genre de mesures, les agresseurs vont se reporter sur une autre substance. Donc c'est là où c'est très compliqué. Il y a Calistera aussi qui se demande dans le chat si du coup certains médecins qui ont pu donner j'ai perdu le mot, ces ordonnances. Est-ce qu'ils peuvent être poursuivis pour complicité dans cette affaire ou pas du tout? Ils ont, en tout cas, le médecin traitant, le médecin généraliste qui a prescrit la majorité donc, des comprimés n'est pas poursuivi dans le cadre de ce procès. Il a même invoqué, comme il en a le droit, le secret médical pour ne pas être entendu du coup, par les enquêteurs, et du coup il n'est pas cité non plus comme témoin dans le cadre du procès. Donc, alors là, c'était assez médical, mais c'est vrai qu'au-delà de ce procès, il y a tout un tas de choses qui pourraient servir au-delà du procès à tout un tas d'évolutions. Il y a notamment certaines revendications aussi. On l'a vu lors des rassemblements là, dans toute la France samedi en soutien à Gisèle Pelicot. C'est quoi les grands défis justement ou les grands enjeux qui entourent ce procès et qui pourraient potentiellement amener à des évolutions législatives, à des évolutions politiques? Sur les évolutions législatives en particulier, ça fait écho à des critiques qui sont formulées depuis de nombreuses années par notamment les militantes féministes sur la définition du viol dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup revendiquent du coup d'ajouter la notion de consentement positif dans cette définition. Il y avait d'ailleurs des travaux qui avaient été entamés en fait avant une mission parlementaire entamée avant la dissolution de l'Assemblée nationale. En réalité, en fait, c'est dès le 8 mars, même, ça allait même plus loin que ça, Emmanuel Macron avait annoncé son intention donc d'ajouter cette notion de consentement dans la définition du viol, qui a mené à l'ouverture du coup de ces travaux parlementaires. Ce qui était un petit peu étonnant, puisqu'il venait de s'opposer à l'ajout de cette même notion de consentement dans une directive européenne de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc là, je pense que ça va être l'un des enjeux aussi, je pense, législatifs qui va être posé par ce procès. Ça va être de pousser, du coup, pour vraiment changer cette définition du viol, comme l'a pu le faire récemment l'Espagne ou la Finlande. Et sur les débats même sociétaux, et ça rejoint un peu une question que Calistera posait au tout début sur les profils des gens incriminés. Est-ce que ce procès peut aussi potentiellement servir à faire évoluer certaines consciences et donc d'avoir une plus grande prise de conscience justement sur le profil des hommes violeurs? Est-ce qu'on peut en attendre du coup des évolutions par rapport à cela avec ce procès? On espère. Alors, ce que ça pose aussi comme question et ce qu'on pourrait espérer comme évolution dans la société, c'est un travail sur un questionnement, je suis pas très claire, un questionnement sur notre empathie, sur l'empathie générale de ces hommes qui sont arrivés dans une pièce surchauffée avec un homme qui leur présentait une femme inconsciente comme sa femme en leur disant « Allez-y, faites-en ce que vous voulez », même en donnant des indications précises d'actes de viol, d'agression sexuelle, et qui ne sont pas partis, et qui sont restés. Donc moi, je trouve que ça pose vraiment une question sur le sens de l'empathie de ces gens, et sur le niveau d'empathie générale, en fait, des hommes.
Et une autre évolution peut-être que ça prendrait du temps, mais qu'on pourrait souhaiter, il y a vraiment une question pour moi d'éducation, d'éducation à l'empathie, à ce que ressentent, de ce que pensent les femmes, voilà. Et je pense que là où ce procès peut avoir du poids, c'est justement, tu parlais du profil des accusés. Donc, on citait tout à l'heure leur âge, leur profession. C'est de déconstruire cette figure du violeur monstre, du drogueur fou, du violeur aussi marginal. En fait, c'est une stratégie d'altération qui est très commune. C'est le violeur, c'est pas Monsieur Tout le Monde, c'est l'autre. Parce qu'en fait, c'est terrifiant de se dire que les violeurs, ça peut être n'importe quel homme qui nous entoure, ça peut être nos frères, ça peut être nos amis, ça peut être nos pères, ça peut être nos conjoints. Et ça, personne n'a envie de se confronter à cette réalité-là. L'aveuglement collectif est souvent préféré à une lucidité qui est douloureuse et qui est coûteuse aussi, parce que de se rendre compte que du coup, les violences sexuelles, elles sont partout autour de nous, ça invite aussi à prendre des mesures. Et justement, parler de l'éducation, notamment à mettre en place, c'est un pilier, parce que c'est agir au socle, de mettre en place une vraie éducation à la vie sexuelle et affective, notamment. C'est extrêmement important pour déconstruire cette domination masculine, cette objectification de la femme qui fait qu'on se retrouve avec des hommes qui rentrent dans une pièce, qui voient une femme inconsciente et qui fantasment en fait sur le fait de pouvoir user d'un corps inanimé. Ils veulent prendre possession du corps de la femme. Et c'est un moyen simple, du coup, la soumission chimique, de prendre possession du corps de la femme pour un homme. Et d'ailleurs, vas-y. Et juste, c'est quelque chose qui tombe sous le sens et du coup qu'on ne souligne jamais, mais sur les 51 accusés, c'est tous des hommes. Hein. Voilà. Mais il faut le rappeler. Mais je voulais aussi souligner que c'était ce que disait Blueby dans le chat, qui disait que là, dans l'affaire Dominique Pellicot, il avait été rattrapé par la justice, mais il se posait, lui, la question de combien d'affaires comme ça, dans les faits, pouvaient passer sous les radars et sans que finalement les personnes soient inquiétées par la justice. C'est évidemment impossible de le savoir. Malheureusement, et c'est impossible de le savoir, en tout cas dans ce qu'on a pu voir de l'enquête sur ce procès-là, on peut voir d'ores et déjà, on parlait de Jean-Pierre M., que c'est un système de violence qui se reproduit. Après, de le quantifier, malheureusement, on est en incapacité de le faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est certainement plus courant qu'on ne le pense. Et justement, si je peux rebondir là-dessus, c'est que c'est plus courant qu'on ne le pense. Et là où c'est important aussi ce procès, c'est que souvent la soumission chimique, on l'a souvent cantonnée à la sphère festive, à la boîte de nuit, au GHB. Donc on parlait tout à l'heure du fait que les substances utilisées sont plutôt des médicaments. Et au final, selon l'enquête dont on parlait de l'ANSM tout à l'heure, la plupart des cas de soumission chimique se passent dans une sphère privée, c'est autour de 43%, avec des auteurs connus de la victime, 41%. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est autour de nous. Après, il y avait une toxicologue, pharmacologue qui soulignait que ça peut y avoir une forme d'anxiété généralisée face à cette réalité-là, une forme de suspicion permanente, mais il faut bien se dire que tout le monde peut être agresseur, mais tout le monde n'est pas un agresseur. Oui. Mais d'ailleurs, j'aimerais quand même peut-être, juste avant de terminer, parce qu'il y a Calistera qui rebondit sur ce que tu viens de dire, mais j'aimerais bien quand même vous entendre à nouveau quand même là-dessus. Je te lis ce que dit Calistera. Il dit « Je trouve les mots un peu forts d'englober tout le genre masculin. Mais on rencontre des monstres ordinaires de tous les genres et à toutes les époques, malheureusement. » Est-ce que tu veux rebondir sur... Attends, pardon, j'ai mal entendu la remarque. Je trouve les mots un peu forts d'englober tout le genre masculin. On rencontre des monstres ordinaires de tous les genres et à toutes les époques, malheureusement. Après, c'est attesté par des chiffres. En fait, là, je les ai plus exactement en tête, mais la majorité des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Et quand je dis majorité, c'est l'écrasante majorité des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Et je parle même pas que du cas de soumission chimique, je parle au global. Donc, de fait, le profil type d'un agresseur, c'est un homme. Il y a une phrase de Lola Lafont, l'écrivaine qui a signé une tribune dans Libération sur ce procès, qui dit... Elle écrit « Si tous les hommes ne sont pas des violeurs, les violeurs peuvent être n'importe quel homme. » Et je pense que ça répond bien à cette Exactement. C'est ce que dit Blueby 106 également, qui dit « Je suis un mec, pourtant je considère que c'est nécessaire. On parle de quelque chose de systémique. Pas tous les hommes, oui, mais que des hommes. Pourquoi? Comment ?»
Je crois que ça résume assez bien aussi le propos Exactement. que Très bien. vous disiez il y a quelques instants. Et justement, sur les hommes, la domination masculine, la domination patriarcale, c'était Félix Lemaitre qui en parlait dans une interview qui est publiée notamment dans Libération, qui a écrit le livre Enquête, la nuit des hommes, et qui parlait d'une culture du viol comme d'une culture du secret. Et je trouve que c'est important aussi de le souligner, c'est que ces violences, elles peuvent continuer à se perpétrer, notamment parce qu'il y a une certaine forme de fraternité qui invite à fermer les yeux, dans des cas plus ou moins graves. Mais il citait notamment la phrase qu'on connaît tous, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, par exemple. Voilà, je laisserai méditer là-dessus. Merci beaucoup Marlène et Juliette d'être venues, d'avoir pris le temps de venir parler de ce procès hors norme. C'était important pour nous, on en a déjà parlé en fin de semaine dernière, mais d'en reparler aussi en ce début de semaine pour revenir un peu sur les coulisses de ce procès qui donc, on le rappelle pour l'instant, est suspendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.